Bonjour à tous, alors déjà je suis vraiment désolé du retard dans mes vidéos, j'ai vraiment pas le temps d'en produire, c'est que ça prend du temps quand même, mais donc je me suis dit je vais changer plutôt que de corriger tout le temps des exercices qui me prennent énormément de temps à réaliser et à faire la correction, à les choisir, et ben je vais faire des rappels de quelques notions. Les notions les plus importantes, donc à savoir pour l'année de Terminal S, et on va commencer tout d'abord par les lois de Newton, un rappel sur ce qu'elles sont. Alors c'est simple, elles sont au nombre de 3, comme les lois de Kepler. Les lois de Newton sont applicables donc dans un référentiel galiléen et elles s'organisent de la plus compliquée à la plus simple à mon goût. Première petite subtilité, parce que quand on est dans un référentiel galiléen, alors le principe d'inertie s'applique. Si le principe d'inertie s'applique, alors le référentiel est galiléen. Oui, je sais, on tourne en rond en fait. Mais c'est un principe qui est à comprendre. Comme je l'avais dit dans la vidéo sur les référentiels galiléens, aucun référentiel n'est vraiment galiléen. Donc on suppose qu'ils le sont quand on peut appliquer la première loi de Newton. Et donc la première loi de Newton, ou aussi appelée le principe d'inertie, fait appel à deux notions, isolé et pseudo-isolé. Un solide est dit isolé, c'est un solide qui est soumis à aucune force de la part de l'extérieur. En gros, ce serait un petit gars perdu dans l'espace qui serait soumis à aucune force extérieure. Et encore, il faudrait même pas qu'il subisse l'attraction de certaines planètes. Par exemple, nous on n'est pas des solides isolés, parce qu'on est soumis à la gravité de la Terre. Vu qu'on sera toujours sur la Terre, comment on peut faire pour avoir des solides isolés? Eh bien, on a la notion de pseudo-isolé. Un solide est dit pseudo-isolé lorsque la somme vectorielle des forces qui lui sont appliquées est nulle. D'où la formule, la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. Donc si on prend un solide, il est soumis donc à son poids P, et on va dire qu'il est posé, il a donc une résistance, le vecteur R. Vu qu'il est immobile, au repos, la somme des forces extérieures est nulle. Donc P plus R est égal au vecteur nul, si le solide est pseudo-isolé. Et donc le principe d'inertie me dit que si un objet est au repos, ou que son mouvement est rectiligne uniforme, alors la somme des forces extérieures qui s'exercent sur lui est nulle. Et réciproquement. Donc la réciproque, si la somme des forces extérieures qui s'exercent sur lui est nulle, on en conclut que l'objet est au repos ou que son mouvement est rectiligne uniforme. Donc la formule somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. Une autre formulation qui est importante parce qu'à mon avis elle voit les choses d'un autre point de vue, on nous dit que par rapport à un certain référentiel galiléen, le centre d'inertie G d'un solide pseudo-isolé reste immobile ou est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. S'il est immobile, alors le vecteur vitesse est égal au vecteur nul. S'il est animé d'un mouvement rectiligne uniforme, alors son vecteur vitesse est égal à une constante. Il va toujours à la même vitesse, il n'accélère pas donc. Ok, je vous vois venir, c'est pas trop clair, alors on la refait mais différemment. Je prends une table et je prends un ballon que je pose sur cette table. Le ballon, il est soumis à son propre poids P. Vu qu'il est posé sur la table, il y a la résistance R, en sens opposé. Si on sait que P plus R est égal au vecteur nul, alors le ballon il est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. Et c'est le cas vu qu'il est au repos. Donc voilà à quoi nous sert le principe d'inertie. Si je reprends la même table et le même ballon, donc réciproquement, si on sait que le ballon est au repos, alors la somme des forces extérieures qui s'exercent sur le ballon est nulle. Ici, vu qu'il n'y a que deux forces, on peut dire que P plus R est égal à 0. Et si jamais on connaissait P, alors on pourrait trouver R, vu que P plus R est égal à 0. Voilà les exemples d'utilisation du principe d'inertie. On a trois exemples, et d'après la première loi de Newton, chacun de ces systèmes est immobile, ou en mouvement rectiligne uniforme. Le premier, il n'a aucune force, le deuxième, la somme des forces extérieures est nulle, et le troisième, la somme des trois forces extérieures est aussi nulle. Soit l'objet est en mouvement rectiligne uniforme, soit il est mobile. Et donc en mécanique, le principe d'inertie nous sert à prédire des mouvements d'un objet, faire la somme des forces, trouver des forces manquantes, etc. J'en profite aussi pour faire un petit rappel et dire que dans tout problème de mécanique, on commence par donner le référentiel de travail, le système étudié et le bilan des forces extérieures. C'est vraiment important pour travailler correctement, pour pouvoir résoudre le problème correctement. On liste tout ce qu'on sait. Les deux autres lois sont plus concrètes et plus visibles à mon goût. La deuxième loi de Newton, ou le principe fondamental de la dynamique, on nous dit que dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures exercées sur un système ponctuel est égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps. Le vecteur quantité de mouvement est égal à m fois la vitesse, le vecteur vitesse, et on nous dit donc que la somme des forces extérieures est égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps. Je rappelle la notation de la dérivée, je l'avais déjà expliqué dans une ancienne vidéo, et donc la dérivée du vecteur mouvement est égale à m fois le vecteur accélération. Pourquoi? Parce que m est une constante qui multiplie l'inconnu.
Donc tout comme le 2 dans f de x est égal à 2x, quand on dérive, on garde toujours le 2. Donc on va garder le m. Et la dérivée de v, on l'a vu, c'est l'accélération. Donc quand on dérive la position, on arrive à la vitesse. Quand on arrive à la vitesse et qu'on la dérive, on arrive à l'accélération. Et normalement, vous avez la plupart du temps vu que la somme des forces extérieures est égale à m fois le vecteur accélération. C'est généralement ce qu'on garde de la deuxième loi de Newton. Cela nous permet de déterminer la valeur de l'accélération à partir des forces qui s'exercent. Et si on a l'accélération, on peut trouver la vitesse, les positions, etc. C'est ce qu'on fait quand on fait les équations horaires d'un système. La troisième loi de Newton, la plus facile, c'est le principe des actions réciproques. Ça fait appel à la notion d'interaction. Une interaction entre deux objets, c'est quoi? Deux objets sont en interaction si l'état de mouvement ou de repos de l'un dépend de l'existence de l'autre. Donc une interaction entre deux corps A et B conduit à deux actions réciproques et simultanées. A sur B et B sur A. Ils sont en interaction. Donc là, si je prends mes deux objets, A et B, il y a une force qui va s'exercer de A sur B et de B sur A. Attention, la plupart du temps, les gens se trompent sur le B sur A ou le A sur B. Le premier, c'est B sur A. Pourquoi? Parce que A subit la force. Donc A va être receveur de la force de B. Il subit l'interaction de B. Donc on va écrire la force, donc F avec la flèche du vecteur, de B sur A. Après le sur, ça va être l'objet en question. Il va partir du centre d'inertie de l'objet. Et donc la même chose pour l'objet B, F de A sur B. Par exemple, le Soleil et la Terre. Si le Soleil attire la Terre, la force que subit la Terre, ça va être la force du Soleil sur la Terre. C'est la Terre qui va être attirée. Et donc là, vous l'avez vu, normalement c'est évident. F de B sur A est égal à moins F de A sur B. C'est ce que dit le principe des actions réciproques. Le principe des actions réciproques, il s'utilise généralement pour les astres, mais aussi pour des principes plutôt simples, comme par exemple le recul d'un pistolet. Vu que la balle, quand elle sort, il y a une action réciproque au niveau du pistolet. Vous le verrez peut-être aussi avec une bicyclette. Quand vous penchez d'un côté et que vous penchez de l'autre, il y a aussi une force opposée qui se crée. Voilà, c'était un petit rappel sur les lois de Newton. Elles sont vraiment importantes à connaître et surtout à maîtriser dans l'application. J'ai fait simplement un rappel, mais il faut faire des exercices avec, des exercices corrigés pour vraiment mettre en application. Il faut déjà voir le principe, le comprendre, l'apprendre et enfin pratiquer. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur les rappels de notions. En attendant, aimez la vidéo, abonnez-vous. Ça donne la motivation de continuer à faire des vidéos pour vous.